Deux chiffres inconciliables percutent soudain l'histoire récente du Sahel. En 3 années à peine, un pays parmi les plus pauvres progresse plus vite que d'autres, mieux doté, malgré ressources, conseils extérieurs et décennies d'immobilisme, sans modèle préexistant ni miracle importé. Que signifie pour vous ce basculement mesurable lorsqu'il est porté par Ibrahim Traoré et observé dans la vie quotidienne, sans promesse abstraite ni slogan politique? Un horizon court s'ouvre assez dense pour reprogrammer durablement la trajectoire d'une nation entière, visible avant tout dans des usages répétés au quotidien partout locaux. Cette séquence promet une lecture claire, montrer comment une transformation annoncée devient vérifiable lorsque les décisions cessent d'être dispersées et se concentrent sur des usages concrets. Le bénéfice pour le public tient en une idée simple: comprendre comment des choix coordonnés produisent des effets visibles, mesurables, durables. Ici, l'enjeu n'est pas l'adhésion idéologique, mais la capacité à relier des faits observables à une méthode cohérente. Les enjeux sont élevés, car la dynamique décrite avance sur une ligne étroite. D'un côté, l'accélération crée des attentes immédiates: énergie plus fiable, production locale stabilisée, services essentiels continus. De l'autre, le moindre chantier défaillant peut rompre l'enchaînement et refermer la fenêtre ouverte par l'élan initial. Nourrir, éclairer, soigner, loger, financer. Chaque fonction dépend désormais des autres, sans filet extérieur évident. Cette promesse engage donc une responsabilité collective. Si la cohérence tient, elle redéfinit la trajectoire d'un pays longtemps dépendant. Si elle cède, l'effet de contraste pourrait amplifier la déception. Tout l'intérêt réside dans cette tension. Observer, pas croire; mesurer, pas espérer; suivre les usages plutôt que les discours. En 3 ans, 10 projets nationaux s'alignent là où, auparavant, des décennies d'initiatives restaient fragmentées. La rupture n'est pas seulement politique, elle est mesurable, visible dans l'énergie, l'eau et la finance, 3 secteurs dont les indicateurs évoluent simultanément. Ce synchronisme rare explique pourquoi la trajectoire récente surprend autant les observateurs. Le point de départ est simple à formuler, mais complexe à exécuter. Pendant longtemps, chaque domaine fonctionnait en silo. L'agriculture dépendait des importations, l'énergie restait intermittente, la santé reposait sur des soutiens extérieurs, le logement demeurait précaire et la finance s'évaporait hors du territoire. Une défaillance suffisait à désorganiser l'ensemble. La nouveauté réside dans le choix inverse: relier les chantiers au lieu de les empiler. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la méthode adoptée privilégie la chaîne plutôt que le symbole. Produire appelle transformer. Transformer exige transporter. Transporter suppose une énergie stable. L'énergie soutient la santé et l'éducation. La finance interne relie chaque maillon. Cette logique ne promet pas une rupture spectaculaire, mais une continuité fonctionnelle, capable d'absorber les chocs. Le contexte régional accentue la portée de ce choix. Dans le Sahel, l'instabilité climatique, la pression sécuritaire et la dépendance historique aux circuits extérieurs limitent les marges de manœuvre. Toute accélération mal coordonnée risque la saturation administrative ou la fracture territoriale. C'est précisément ce risque qui rend l'expérience actuelle lisible. Elle avance par corrections successives, appuyée sur des bilans publics plutôt que par annonces massives. Ce cadre explique pourquoi les premiers effets apparaissent dans les usages quotidiens avant les statistiques agrégées. Des villages éclairés modifient leurs horaires, des ateliers prolongent leur activité, des écoles rouvrent des cours du soir. Ces signes modestes forment un signal cohérent. Lorsque plusieurs secteurs progressent ensemble, la confiance collective se réinstalle. La question initiale demeure alors suspendue.
Cette accélération est-elle un simple rattrapage ponctuel ou l'amorce d'un modèle reproductible dans un environnement contraint? La réponse commence à émerger non dans les discours, mais dans la répétition de ces usages désormais stabilisés. Pour saisir comment une politique devient tangible, il faut suivre celles et ceux qui en incarnent les premiers effets. Ces trajectoires servent de boussole. Elles traduisent des infrastructures abstraites en gestes répétés, compréhensibles, observables. Le changement ne se proclame pas. Il se pratique puis se diffuse. Mariam travaille dans une unité de transformation récemment opérationnelle. Pendant des années, ces récoltes trouvaient difficilement preneurs, soumises aux aléas des importations et à l'instabilité des prix. Aujourd'hui, chaque lot livré s'inscrit dans un calendrier lisible. Le revenu se stabilise, la planification redevient possible et l'effort individuel trouve un débouché immédiat. L'usine n'est pas un symbole, elle structure une chaîne où la production locale cesse de se perdre. Un second repère apparaît dans une école rurale récemment électrifiée. L'enseignant raconte un basculement discret mais décisif. Les cours du soir, abandonnés, faute de lumière fiable, reprennent avec régularité. Les élèves arrivent plus tôt, restent plus longtemps, et l'apprentissage gagne en continuité. L'impact dépasse la technique, la perception change. Étudier n'est plus une faveur conditionnelle, mais une routine maîtrisée. Ces deux cas ne prétendent pas résumer une nation. Ils indiquent une direction. Lorsque l'énergie, la transformation et les services essentiels avancent ensemble, les usages se transforment rapidement. La confiance collective ne naît pas d'un discours, mais d'une répétition sans accroc. À ce stade, l'effet le plus marquant reste invisible dans les bilans. Il tient dans la capacité retrouvée à prévoir, à organiser, à s'engager sans craindre l'interruption brutale. En somme, la cohérence transforme l'effort en résultat durable. Tout commence par une contradiction brutale. Un pays voit ses propres récoltes se perdre, pendant que les mêmes produits reviennent transformés depuis l'extérieur. La colère monte, diffuse, persistante. Cette indignation devient un signal politique que Ibrahim Traoré choisit de transformer en méthode plutôt qu'en slogan. La première activation concerne la transformation agricole. Des milliers de tonnes de tomates disparaissaient chaque année faute de débouchés stables. La réponse ne prend pas la forme d'une aide ponctuelle, mais d'une infrastructure précise. Une usine est financée, construite, équipée. Les lignes de production s'installent. Les coopératives locales s'organisent autour d'un calendrier clair. Des emplois directs apparaissent, tandis que des milliers d'autres se stabilisent en périphérie. Une récolte autrefois abandonnée devient une ressource monétisable. Le marché intérieur cesse de s'effondrer sous la pression des importations. La dynamique appelle alors un second levier, le transport. Sans circulation fluide, la transformation reste isolée. Un corridor routier stratégique est engagé entre les zones de production et les axes commerciaux régionaux. Les travaux avancent par sections. Chaque tronçon réduit les coûts logistiques. Les délais se raccourcissent. Les produits arrivent plus frais. Les échanges gagnent en régularité. La valeur cesse de s'échapper au premier obstacle et commence à circuler à l'intérieur du territoire. L'énergie prend ensuite le relais. Des villages entiers accèdent à une électricité stable. Ce basculement modifie immédiatement les usages. Les ateliers prolongent leur activité en soirée. Les hôpitaux abandonnent les solutions improvisées. Les écoles rouvrent des cours du soir. La nuit change de fonction. Elle devient un temps productif, sûr, organisé. Ce déplacement temporel altère la cadence sociale et élargit la capacité d'action quotidienne. L'eau constitue le quatrième maillon. Un barrage augmente la capacité de stockage et sécurise l'irrigation. Les cultures cessent de dépendre exclusivement des pluies incertaines. Les rendements se stabilisent.
La santé publique gagne en continuité grâce à une distribution plus prévisible. Là encore, l'effet n'est pas spectaculaire, mais cumulatif. Chaque saison devient moins fragile que la précédente. Enfin, la finance referme la chaîne. Des agences bancaires se déploient sur le territoire. Les dépôts nationaux cessent de fuir massivement vers l'extérieur. Des microcrédits irriguent les coopératives, les petites entreprises et les activités rurales. L'argent circule à nouveau là où la valeur est produite. La finance cesse d'être abstraite, elle devient un outil quotidien. Lorsque ces leviers s'enchaînent, la dynamique change de nature. Produire appelle transformer. Transformer exige transporter. Transporter suppose de l'énergie. L'énergie soutient l'eau, la santé et l'éducation. La finance relie l'ensemble. Le système ne dépend plus d'un centre unique. Il fonctionne par chaînes liées, capables d'absorber les chocs. Le moment charnière survient lorsque cette mécanique commence à avancer sans impulsion constante. Les décisions initiales laissent place à des réflexes opérationnels. La souveraineté cesse d'être déclarative. Elle devient observable, mesurable, répétable. Avant 2022, moins de 15% des localités disposaient d'un accès électrique continu. En 3 ans, ce taux dépasse 48%. Cette variation n'indique pas seulement une extension du réseau, elle signale un changement d'usage collectif mesurable. L'électricité cesse d'être intermittente et devient un socle stable, capable de soutenir d'autres secteurs sans dépendre immédiatement de soutiens extérieurs. Le premier indicateur concerne donc l'énergie. Le passage d'un accès marginal à une couverture approchant la moitié du territoire transforme la temporalité sociale. Les écoles fonctionnent à double horaire, les ateliers prolongent leur activité en soirée et les structures de santé abandonnent les solutions d'éclairage de fortune. Une continuité apparaît là où prévalaient des ruptures répétées. L'énergie ne produit pas seulement de la lumière, elle réorganise le temps disponible et réintroduit la possibilité de planifier. Le deuxième indicateur touche à l'eau, ressource critique dans un environnement sahélien soumis à de fortes variations climatiques. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres cubes d'eau et assure une desserte régulière à environ 600 000 personnes. Ce volume crée une marge hydrique stable, même en période de sécheresse. L'irrigation gagne en prévisibilité, les cultures vivrières perdent en vulnérabilité et l'hygiène domestique s'améliore. L'eau devient ainsi un facteur silencieux de résilience territoriale, capable de soutenir l'agriculture comme la santé publique. Le troisième indicateur concerne la finance, longtemps perçue comme abstraite mais déterminante pour l'autonomie interne. Jusqu'en 2022, près de 80% des dépôts nationaux étaient logés hors du pays. Aujourd'hui, plus de 60% de ces fonds sont rapatriés grâce à l'expansion d'un réseau bancaire national comptant 67 agences et diffusant environ 15 000 microcrédits. Cette réorientation réduit la fuite des capitaux et alimente directement les coopératives agricoles, les petites entreprises et les activités rurales. La finance cesse d'être un tuyau orienté vers l'extérieur. Elle devient un moteur interne. Pris isolément, ces chiffres restent descriptifs. Pris ensemble, ils dessinent une articulation cohérente. L'électricité élargit les heures actives, l'eau sécurise les rendements et la finance internalisée irrigue les initiatives locales. Chaque progrès renforce le suivant. La dynamique observée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ne repose donc pas sur un indicateur unique, mais sur la convergence de plusieurs variations mesurables. La réponse à la question suspendue depuis le début s'éclaire ici. Le basculement ne provient pas d'un facteur exceptionnel, mais d'une synchronisation rare.
Lorsque plusieurs secteurs évoluent dans la même direction, la cohérence devient visible et la trajectoire cesse d'être fragile. Ce sont ces écarts chiffrés, plus que les discours, qui expliquent pourquoi l'accélération récente paraît soutenable à court terme. Deux objections majeures structurent les critiques adressées à la trajectoire engagée. La première affirme qu'un pays enclavé, pauvre en ressources stratégique et historiquement dépendant des importations, ne peut réduire durablement son exposition aux circuits extérieurs. Selon cet argument, l'aide internationale et les réseaux d'approvisionnement mondiaux auraient longtemps constitué la colonne vertébrale de la stabilité économique. Rompre avec eux risquerait d'affaiblir la croissance, de raréfier les biens essentiels et d'isoler le pays au moment même où la région demeure instable. La prudence paraît rationnelle. Comment soutenir seul une transformation coûteuse sans filet extérieur solide? La seconde objection pointe un risque interne. Une accélération trop rapide pourrait dépasser les capacités administratives, créer des goulets d'étranglement et accentuer les inégalités territoriales. Les zones connectées progresseraient plus vite que les autres, alimentant tensions locales et sentiments d'exclusion. L'empilement simultané de projets énergétiques, hydriques, agricoles et financiers pourrait générer surcharge, erreurs de coordination ou fragilité nouvelles. Là encore, l'argument est cohérent. L'histoire régionale regorge d'initiatives ambitieuses, freinées par leur propre vitesse. Ces deux thèses gagnent en crédibilité lorsqu'on les isole. Pourtant, confrontées aux données récentes, elles se fissurent. La réduction marquée de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas entraîné de contraction brutale de l'activité. Au contraire, la stabilisation de la production locale et la capacité de transformation interne ont soutenu les revenus agricoles. Les importations alimentaires, autrefois structurantes, perdent progressivement leur centralité au profit de cycles internes plus prévisibles. La dépendance n'a pas été remplacée par un vide, mais par des flux désormais absorbés localement, avec régularité. Quant au risque de déséquilibre interne, les bilans montrent une tendance inverse. Les routes les fluidifient les échanges entre zones rurales et urbaines. L'accès à l'eau et à l'énergie stabilise les foyers, réduisant les chocs saisonniers. Les services essentiels gagnent en continuité, ce qui limite les écarts d'usage entre territoires. L'infrastructure locale remplace des mécanismes importés et renforce la cohésion plutôt que de la fragmenter. La contre-analyse ne nie pas les risques. Elle montre qu'ils sont activement amortis par la logique de chaîne. Lorsque les projets avancent ensemble et que les corrections s'appuient sur des bilans publics, la vitesse devient un atout maîtrisé plutôt qu'un facteur de rupture. Progressivement, la mécanique se met à avancer d'elle-même. Ce point marque un basculement discret mais décisif. Ce qui apparaissait comme une suite de décisions volontaristes commence à fonctionner sans impulsion constante. Les équipes locales formées sur les premiers chantiers étendent désormais les réseaux d'eau et d'énergie par continuité opérationnelle. Les ajustements se font sur le terrain au rythme des usages sans attendre une instruction centrale systématique. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré se transforme. Il n'est plus l'initiateur permanent d'un mouvement fragile, mais l'arbitre d'un système qui a trouvé son propre tempo. Dans les villages électrifiés, les cours du soir réapparaissent sans annonce formelle. Dans les coopératives agricoles, le recours au microcrédit devient un réflexe plutôt qu'une mesure exceptionnelle. Les services publics gagnent en régularité parce que les acteurs locaux s'approprient les outils et les procédures. Cette autonomie fonctionnelle constitue le véritable midpoint du modèle. La souveraineté cesse d'être un objectif politique projeté vers l'avenir. Elle devient un comportement institutionnel observable.
Le changement ne s'exprime plus seulement dans les bilans ou les discours, mais dans la répétition fluide des gestes quotidiens. Lorsque les infrastructures sont utilisées sans rupture, corrigées sans crise et prolongées sans injonction, la cohérence atteint un seuil critique. À partir de ce seuil, le système ne dépend plus d'une volonté unique, il opère. C'est ici que se pose la question suivante. Que produit réellement cette autonomie lorsqu'elle commence à toucher l'ensemble de la société? Les effets du modèle deviennent pleinement lisibles lorsqu'on observe quatre sphères distinctes, chacune révélant une facette différente de la cohérence désormais opérationnelle. Cette lecture par usage montre ce que produit une souveraineté qui s'ancre dans le quotidien, telle que voulue par Ibrahim Traoré, sans se limiter au bilan institutionnel. Au niveau des ménages, le changement commence par le temps retrouvé. Dans les villages électrifiés, les familles disposent de plusieurs heures actives supplémentaires chaque soir. Les enfants étudient sous une lumière stable, améliorant leur régularité scolaire. Les activités artisanales se prolongent, générant des revenus modestes, mais constants. La diminution de l'usage du kérosène réduit les dépenses et les risques sanitaires. La prévisibilité devient un gain central. Elle permet de planifier le lendemain, de différer une dépense, d'investir dans l'éducation. Ce n'est pas une hausse brutale du niveau de vie, mais une réduction sensible de la fragilité quotidienne. À l'échelle nationale, la continuité des services essentiels devient un marqueur mesurable. Les hôpitaux fonctionnent sans interruption électrique répétée, garantissant des soins plus réguliers. Les écoles adoptent des horaires étendus, renforçant la présence scolaire. Les axes routiers fluidifiés raccourcissent les délais logistiques, stabilisant l'approvisionnement des centres urbains. La finance internalisée maintient les capitaux sur le territoire, offrant une marge d'action administrative accrue. L'État n'opère plus dans l'urgence permanente. Il retrouve une capacité minimale d'anticipation, condition indispensable à toute politique publique durable. Dans la sphère productive, la chaîne agricole stabilisée modifie profondément les incitations. Les agriculteurs vendent localement à des prix moins volatiles. Les coopératives utilisent le microcrédit pour acquérir du matériel, structurer les flux et réduire les pertes. La transformation interne empêche l'effondrement des prix en période de surplus. L'accès sécurisé à l'eau limite les ruptures saisonnières et améliore les rendements vivriers. À ce niveau, la souveraineté cesse d'être un concept abstrait. Elle se traduit par un contrat clair entre production locale, transformation industrielle et financement d'interne. À l'échelle régionale, enfin, le repositionnement devient visible. Les pays voisins observent cette logique intégrée avec attention. Des délégations étudient l'articulation entre énergie, eau, transformation et finance comme un schéma potentiellement reproductible. Les échanges commerciaux s'orientent davantage vers des flux horizontaux, réduisant la dépendance aux circuits portuaires traditionnels. Cette dynamique crée un effet d'entraînement diplomatique. La discipline opérationnelle et la publication régulière des bilans deviennent un référentiel régional. Pris ensemble, ces quatre niveaux dessinent une même ligne. Lorsque la valeur produite reste dans le pays, elle renforce chaque couche du territoire, du foyer à la région. La cohérence ne s'affiche pas. Elle se vérifie par l'usage répété. Les prochains mois n'appellent pas une prédiction stricte, mais un cadre de lecture. Les infrastructures, la finance et les filières productives réagiront différemment selon les pressions internes et externes. Trois trajectoires plausibles se dégagent, non comme des certitudes, mais comme des configurations conditionnelles permettant d'évaluer ce qui peut être maintenu, ajusté ou corrigé. Dans une première trajectoire, celle d'une consolidation maîtrisée, dans cette trajectoire, les projets existants poursuivent leur montée en charge sans rupture majeure.
L'énergie soutient durablement les ateliers et les écoles à double horaire. L'eau maintient une marge hydrique suffisante pour absorber les variations saisonnières. La finance internalisée continue d'irriguer les coopératives et les petites entreprises, stabilisant les revenus. La croissance progresse à un rythme modéré, porté par la production locale et une discipline administrative constante. Ce scénario repose sur une inertie positive. Le système avance parce que ses maillons restent connectés et que les corrections s'opèrent au fil des bilans publics. Dans une trajectoire plus favorable, celle d'une expansion régionale, ici, la cohérence interne devient un levier externe. Les coopérations sahéliennes s'intensifient, testant des dispositifs inspirés de la chaîne intégrée produire, transformer, financer. Les corridors commerciaux s'élargissent, réduisant la dépendance aux ports lointains et fluidifiant les échanges agricoles transformés. L'investissement local gagne en densité, soutenu par une finance territoriale plus confiante. Dans ce cadre, la pauvreté recule dans plusieurs zones rurales grâce à une activité plus prévisible. La souveraineté acquiert alors une dimension diplomatique. Elle se diffuse par l'exemple plutôt que par l'injonction. Dans une trajectoire plus contraignante, celle d'une résilience éprouvée, dans ce cas, les marchés se resserrent, les exportations ralentissent et l'inflation s'accentue. Les marges budgétaires se réduisent, mettant à l'épreuve la capacité d'ajustement. Pourtant, les infrastructures amortissent une partie du choc. Les écoles restent ouvertes, les dispensaires maintiennent leurs services et les coopératives protègent l'essentiel de leurs activités. L'énergie et l'eau, déjà stabilisées, limitent les ruptures de continuité. La finance internalisée atténue l'exposition aux fluctuations internationales. La trajectoire n'est pas expansive, mais elle évite l'effondrement. À travers ces scénarios, une recommandation s'impose. Évaluer les décisions à l'aune de la continuité d'usage. Ce n'est pas l'intensité d'un projet qui compte, mais sa capacité à rester opérationnel lorsque le contexte se tend. La transformation engagée ne se mesure pas uniquement par des infrastructures ou des indicateurs. Elle se révèle aussi dans la manière dont différents groupes réévaluent leur place, leurs attentes et leurs capacités d'action. Trois cercles d'expérience permettent d'en saisir la profondeur: les individus, les communautés et la diaspora. Chacun réagit selon ses contraintes propres, mais tous participent à une recomposition du lien entre effort, résultat et stabilité collective. Pour les individus, le changement le plus marquant tient au retour de l'efficacité perçue. Dans les écoles, les ateliers et les champs, enseignants, techniciens et agriculteurs observent que leurs gestes produisent désormais un effet tangible. Une classe éclairée, un atelier opérationnel en soirée, une récolte transformée localement deviennent des preuves quotidiennes. L'action individuelle ne se dissout plus dans un système fragmenté. Elle s'inscrit dans une chaîne lisible, ce qui renforce l'estime de soi et la confiance dans la durée. Au niveau des communautés, la stabilité retrouvée modifie les priorités locales. L'accès plus fiable à l'énergie et à l'eau permet de planifier. Les projets collectifs gagnent en ampleur, les activités d'entretien se régularisent et les décisions s'inscrivent dans des horizons plus longs. La souveraineté cesse d'être un discours national lointain. Elle devient un cadre opérationnel partagé dans lequel les initiatives locales peuvent s'aligner sans dépendre entièrement d'un soutien extérieur. Pour la diaspora, enfin, la posture évolue. Sans nécessairement revenir s'installer, de nombreux expatriés renforcent leurs liens. Ils soutiennent des coopératives familiales, financent des micro-projets et envoient du matériel ciblé. Ce mouvement n'est pas une impulsion émotionnelle. Il traduit une confiance renouvelée envers un pays perçu comme plus cohérent et plus capable de préserver ses acquis. À travers ces cercles, une constante apparaît.
Lorsque les résultats deviennent visibles, le lien entre citoyens et institutions se resserre. C'est ce lien, plus que toute annonce, qui conditionne la durabilité du changement. La cohérence observée ne se maintient pas par inertie. Elle exige une méthode explicite capable de guider l'action sans disperser les efforts. La feuille de route qui se dessine repose sur des étapes simples, répétables et évaluables, telles que promues par Ibrahim Traoré pour transformer des résultats ponctuels en continuité durable. D'abord, hiérarchiser les besoins vitaux. Les priorités doivent rester limitées et claires. Énergie, eau, santé, éducation, finances. Chaque chantier répond à un besoin précis, assorti d'un objectif mesurable et d'un délai réaliste. La règle est stricte. Un projet sans indicateur d'usage observable est ajourné. Cette discipline évite la surcharge et protège les capacités administratives. Ensuite, former et autonomiser localement. La formation se fait sur site, au plus près des usages. Techniciens, enseignants et opérateurs apprennent à maintenir, réparer et améliorer les dispositifs. Un service est considéré comme stabilisé lorsqu'il peut fonctionner plusieurs mois sans assistance extérieure. L'autonomie opérationnelle devient un critère de réussite, non un objectif secondaire. Puis, relier les chantiers entre eux. Chaque infrastructure doit renforcer la suivante. L'énergie soutient la production, l'eau consolide la santé, la finance irrigue les coopératives. Les projets isolés stagnent, les chaînes intégrées multiplient leurs effets. Le signal à suivre est la continuité d'usage. Moins d'interruptions, plus de régularité. Après cela, mesurer, corriger, publier. Les bilans publics servent de tableau de bord. Ils identifient les blocages, orientent les arbitrages et maintiennent la confiance. La correction rapide prime sur l'annonce ambitieuse. Une dynamique durable s'appuie sur des ajustements fréquents et transparents. Enfin, étendre par l'exemple. La méthode ne s'impose pas, elle se montre. Les partenaires observent, testent, adaptent. Le succès se mesure au nombre de coopérations nées de cette cohérence, non à la rhétorique. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de tension. Elle offre un cadre pour les absorber sans rompre la continuité. Le soir, Mariam quitte l'usine avec sur les mains l'odeur métallique des machines. Dans les rues de son village, la lumière stable dessine des silhouettes calmes, rappelant que l'éclairage n'était autrefois qu'une parenthèse fragile. Les enfants lisent sous cette clarté désormais fiable, les familles échangent à voix basse, et le temps semble s'étirer autrement. Rien n'a basculé d'un coup. Tout s'est déplacé par répétitions successives. Ce retour au point de départ éclaire le sens de la trajectoire engagée. Une récolte autrefois perdue trouve un débouché. Une classe rouvre le soir. Un atelier tient jusqu'à la nuit. Ces détails modestes composent un langage commun, celui d'une société qui apprend à fonctionner par cohérence plutôt que par attente. La transformation ne s'impose pas par des mots forts, mais par des usages qui ne se démentent pas. Dans cette continuité, la méthode portée par Ibrahim Traoré apparaît sous un jour particulier. Elle ne cherche pas l'effet spectaculaire. Elle aligne des gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent des réflexes. La souveraineté n'est plus une promesse lointaine. Elle s'inscrit dans la routine, dans la confiance retrouvée, dans la capacité à prévoir sans crainte d'une rupture immédiate. Le motif de Mariam revient alors comme une preuve simple. La dignité se construit lorsque l'effort trouve enfin sa place dans un système qui répond. Parfois, ce sont ces signes discrets qui modifient réellement la trajectoire d'un pays. À travers ce parcours, une idée s'impose sans bruit. Les routes, les ateliers, les écoles et les services essentiels cessent d'être de simples infrastructures. Ils deviennent des espaces d'action, d'ajustement et d'apprentissage collectif.
La cohérence observée ne relève ni de l'euphorie ni de la résignation. Elle naît d'une accumulation de gestes ordinaires qui finissent par produire une continuité. Ce mouvement invite à un regard différent. Il ne demande pas l'adhésion immédiate à un modèle, ni l'enthousiasme sans réserve. Il propose une grille de lecture. Observer comment des usages stables transforment la relation entre citoyens et institutions. Là où les promesses s'épuisent, la pratique persiste. Là où les théories se heurtent aux contraintes, l'usage quotidien crée une marge de manœuvre. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un symbole que comme celui d'un point de convergence. La méthode mise en œuvre ne prétend pas être universelle. Elle suggère qu'une trajectoire peut se redresser lorsque l'effort individuel rencontre un système qui répond. Ce récit n'appelle pas une conclusion fermée, il laisse une question volontairement ouverte. Face à une transformation qui avance par cohérence plutôt que par proclamation, quelle place chacun peut-il choisir d'occuper?